C'est un grand plaisir pour l'Académie de médecine, qui est sa première agence de santé bicentenaire, de soutenir sa fondation à travers ce nouveau cycle de débats sur l'alimentation centré sur la prévention. Mieux manger, mieux consommer, mieux produire, mais aussi sur la façon dont on doit repenser l'alimentation avec les nouvelles technologies, les nouvelles modes de vie, les ressources de la planète. L'Agora d'Athènes remplacée par Zoom, Périclès n'en avait pas pensé. Et je vous rappelle le cri du héros sur l'Agora au lancement des débats à Athènes, et qui disait « Qui peut donner et qui doit donner ses conseils avisés pour le bien et le bonheur de la cité, qu'ils prennent maintenant la parole. » Relisez Thucydide. Pour remplir sa mission, la Fondation de l'Académie de médecine a choisi d'organiser, à partir de communications scientifiques d'excellence ou de sujets de santé publique majeurs, des débats ouverts au public et aux médias et directement relayés auprès des pouvoirs publics. Un cuisinier, j'allais dire comme un médecin, transmet une forme d'amour, prendre soin de l'autre. Aristote qui écrivait « L'amour, c'est vouloir faire du bien à quelqu'un. » Ce quelqu'un que l'on ne connaît pas, l'inconnu. Alors, si on reprend cette définition de l'amour d'Aristote, on peut penser que cuisiner, non pas cuisiner, non pas nourrir, mais préparer à manger, faire à manger est un acte d'amour. On voit le développement de la malbouffe, on voit le développement de la junk food, on voit le développement des maladies liées à l'alimentation, ou plutôt à une mauvaise alimentation. C'est important qu'on puisse échanger là-dessus pour savoir comment mieux manger, comment empêcher par l'alimentation le développement des maladies qu'on voit actuellement. Il ne faut pas pécher, à mon avis, vers l'orthorexie, concept qui a maintenant plus de 20 ans et où le manger sain est poussé à l'extrême. À tous les âges de la vie, la bonne alimentation doit être enseignée. Qu'une bonne alimentation, c'est-à-dire un régime adapté et équilibré, est un gage de bonne santé et qu'une mauvaise alimentation, bien sûr, une mauvaise nutrition, peut entraîner un affaiblissement de l'immunité, une sensibilité accrue aux maladies, un retard de développement physique et mental et une baisse de productivité parce qu'on parle aussi de travail. Il faut manger pour pouvoir produire et travailler. Et vous voyez qu'il faut que chaque enfant, dans cette tranche de la vie, absorbe entre 1 et 2 milligrammes de fer par jour. Je ne parle pas du fer ingéré, je parle bien du fer absorbé. Alors, comment fait-on pour absorber autant de fer? Voilà, pour 1 milligramme, donc il faudra doubler pour les plus grands. Vous voyez que les produits carnés qui ont un fer qui est bien absorbé, il faut environ 200 grammes de produits carnés pour assurer ses besoins. Avec le vieillissement, il y a beaucoup de modifications physiologiques, en particulier dans la période tardive de la vie, des changements de goût, des émoussements de l'odorat, une diminution de la faim, une diminution de la perception de soif. Il y a des modifications intestinales et digestives vraiment très importantes. Et aussi, il y a des circonstances particulières dans la vie, des problèmes cliniques, des problèmes émotionnels, la solitude, des problèmes socio-économiques qui se posent et qui vont modifier les problèmes d'alimentation. Dans le domaine du sport, on parle souvent de performance. Mais pour pouvoir continuer une activité physique, il ne faut pas se blesser. Et pour ne pas se blesser, la nutrition, c'est un élément fondamental de la prévention des blessures pour l'équilibre tout un chacun. Qu'un joueur de foot peut dépenser 3 000, 4 000, 5 000 calories et que le coureur du Tour de France qui va monter 3 cols dans la journée peut aller jusqu'à 9 000, 9 500, voire 10 000 calories. L'hydratation, par contre, est une éducation qui doit être apprise très tôt. Et c'est en ça que je voulais vous donner des expériences, l'expérience que nous avons, l'équipe médicale du Paris Saint-Germain a pu noter depuis les années de prise en charge des sportifs depuis l'âge de 16 ans jusqu'à 40 ans. Elsie, c'est une société qui développe des biocapteurs qui vont permettre d'analyser différents paramètres physiologiques, donc dans des flux biologiques, ça peut être le sang, l'urine ou la sueur. Donc le premier produit que nous avons développé avec Elsie, c'est un capteur de glycérol. Donc le glycérol qui est un marqueur, un produit direct de la lipolyse, donc de la dégradation de la masse graisseuse, et qui va permettre à l'issue d'une séance d'activité physique de s'assurer que l'organisme a effectivement puisé dans ses réserves en graisse. Donc dans quelle intensité? Est-ce qu'on a beaucoup puisé dans les réserves en graisse? Est-ce qu'on a peu puisé? Et surtout, est-ce que l'alimentation va être adaptée, puisque l'alimentation va avoir un rôle majeur, comme vous vous en doutez, sur les résultats à l'issue de la séance d'activité physique.
On élimine que ce qui est à éliminer. Quand on boit beaucoup, les urines sont extrêmement diluées. Elles peuvent même devenir transparentes comme de l'eau. Et puis, quand on boit correctement et qu'on s'alimente correctement, les urines, elles sont jaunes. Et quand on boit pas assez, les urines, elles sont très concentrées. Est-ce qu'il ne faut pas attendre que le corps ait soif pour boire, sachant qu'on a entendu pendant des années, quand on a soif, c'est déjà trop tard? La présence des perturbateurs endocriniens dans notre vie courante, il ne faut surtout pas la focaliser sur l'eau. Elle est présente dans certaines eaux de consommation polluée, mais aussi dans les aliments, mais aussi dans ce qu'on respire. Donc c'est un ensemble global qui pose un véritable problème mondial, et pas uniquement à cause des perturbateurs endocriniens, mais aussi en même temps avec d'autres produits chimiques qui ont d'autres effets. Ça, l'ANSES autorise l'utilisation de l'eau du robinet dès la naissance. Il faut préparer les biberons. Un brocoli et une pizza au fromage répondent clairement que le brocoli a une meilleure qualité nutritionnelle qu'une pizza au fromage. Mais si on regarde cette fois des pizzas ou des plats cuisinés, entre une pizza Regina, une pizza au poulet sauce barbecue, une pizza au thon, une pizza au fromage, laquelle a la meilleure qualité nutritionnelle? Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué pour répondre. Jusqu'à maintenant, on disposait simplement, sur la face arrière des emballages des aliments, de tableaux des valeurs nutritionnelles extrêmement complexes à lire, avec des colonnes, des lignes. Donc l'idée de Nutri-Score, c'est de reprendre ces éléments qui figurent sur les tableaux nutritionnels sous forme donc d'un logo coloriel avec 5 niveaux. Là, vous voyez d'un simple coup d'œil que la pizza au poulet ou la pizza au thon est de meilleure qualité nutritionnelle que celle 4 fromages, et que la pire est la pizza Regina. Les Français sont de plus en plus soucieux de la qualité de leur alimentation et évidemment de celle qu'ils donnent à leurs enfants. Et pour faire des choix éclairés, ils sont à la recherche d'une information qui soit claire, lisible, vérifiée. Quelques questions subsistent, qu'il s'agisse de la transparence des algorithmes, des bases scientifiques sur lesquelles s'appuient les systèmes de notation, ou encore les questions de gestion des données des utilisateurs. La finalité, c'est tout de même que nous allions vers des produits frais, locaux, de saison, bruts, si je puis dire, et donner l'envie à chacune et à chacun de retrouver sa souveraineté alimentaire, tout simplement en cuisiner, c'est simplement faire un potage ce soir de poireaux et pommes de terre. On voit maintenant sur un espace beaucoup plus rapproché l'évolution de la consommation de la viande. Ça, c'est un problème à l'échelle de la planète. Vous voyez que les États-Unis, grosso modo, ils ont toujours mangé beaucoup de viande. Les Européens, il y a quand même eu une évolution assez considérable, en fait, au cours des 4 dernières décennies, des 5 dernières décennies, voire même des 6 dernières décennies. Et si vous regardez également le Japon, et puis plus récemment la Chine, plus récemment le Brésil, on voit qu'on a cette augmentation. Donc, on peut se dire effectivement que d'un point de vue économique, il y a une grosse augmentation de la demande en viande, mais avec une projection des économistes vers une stabilisation malgré tout. On voit que si on a une alimentation riche en viande transformée, en matières grasses, en friture, en boissons sucrées, donc c'est ce qu'on appelle dans cette étude la Southern Diet, on a une augmentation de 30% du risque d'accidents vasculaires cérébraux, on a une augmentation en fait d'insuffisance rénale de 50% et de 56% de maladies cardiovasculaires. Moins manger, de leur dire vous mangez plus jamais le soir, ils vont globalement moins manger. Au début, ça va marcher, mais après, ils ne vont pas tenir longtemps. C'est extrêmement difficile sur un plan social et humain. C'est le soir où on se retrouve autour de la table, en famille, en couple. C'est le soir où on a envie de se relaxer après avoir une journée difficile. Ne pas manger le soir, ça tient 15 jours, un mois, et après, je crois vraiment que c'est intenable. Je pense vraiment que le repas on peut très bien maigrir, on peut très bien normaliser un diabète en mangeant plus ce soir qu'au déjeuner. La différence est vraiment minime en termes métaboliques et il faut vraiment avant tout s'adapter aux habitudes de la personne et arriver à lui proposer un projet qui ne bouleverse pas sa vie familiale et personnelle, sinon ça ne tient pas. Je vais voir avec vous les 4 grands piliers aujourd'hui qui sont pour moi indispensables et qui sont vraiment vecteurs des problématiques de digestif. Donc je parle de colopathie d'intestin irritable spécifiquement là, mais aussi tout ce qui est ballonnement, RGO et autres problématiques comme la constipation.
Donc on va avoir toute la suppression de tout ce qui est à la mode aujourd'hui. Je pense que vous les connaissez, c'est les fameux Buddha Bowls et Poke Bowls, où on mélange plus de 10 à 15 aliments aujourd'hui qui sont présents et qui malheureusement en fait nécessitent un énorme brassage au niveau de l'estomac et de l'intestin pour pouvoir être digérés. Donc il faut avoir une sacrée force enzymatique de digestion pour pouvoir digérer ça. Donc là, je sais que je vais sûrement m'exposer à des différents points de vue, mais voilà, en tant que naturopathe et dans les problématiques de digestion, j'observe très souvent que la suppression des produits laitiers sous toutes leurs formes, donc lait, yaourt et fromage, engendre et améliore véritablement, considérablement en fait, la qualité des symptômes, en fait, voire quasiment même la suppression. Je parle chez les adultes. Hein. Le thème du jour, c'est qu'est-ce que bien manger? Et je pense qu'on a un vrai problème parce que nous sommes la seule espèce sur Terre à s'être posé la question. La nature, spontanément, met une certaine nourriture, un certain environnement sur toutes les espèces vivantes sur Terre. Et nous, depuis 1 ou 2 siècles, clairement, et depuis 50 ans en particulier, nous sommes totalement affranchis de notre environnement, affranchis des saisons, puisque nous sommes capables de faire venir n'importe quel aliment par avion en 24 heures, n'importe quand dans l'année. Et donc, nous sommes confrontés à ce que j'appelle une société d'hyper-choix. Et donc, nous devons, d'ailleurs, c'est tout le thème de cette conférence, si on y réfléchit bien, savoir faire les bons choix dans une société d'hyper-choix. Le régime cétogène, c'est une exclusion au maximum des glucides de son alimentation. Ce n'est pas un régime hyperprotéiné, il n'est pas très riche en protéines, et on remplace en fait l'énergie apportée par les glucides du régime occidental par plus de lipides. Il est intenable, il est indispensable de changer nos comportements alimentaires, de repenser complètement notre façon de vivre. Notre santé biologique, j'ai beaucoup entendu parler de biologie jusqu'avant, est évidemment fondamentale. Mais ce rapport à la planète, s'il est distendu, s'il est dissocié, si nous nous considérons comme une espèce déchirée du tissu primordial, alors les conséquences sont aussi psychiques. Un être humain ne peut pas être considéré comme une instance purement biologique. Et cette dimension-là est à considérer car notre alimentation nourrit aussi notre façon de penser, notre état d'esprit. Discuter de l'alimentation, c'est discuter en fait de la façon dont l'humain entretient un déséquilibre fondamental qui est celui de la vie. La vie est un état de déséquilibre perpétuel et c'est la mort qui est un état d'équilibre. Et donc du coup, on est effectivement en train de discuter de quelque chose qui est de l'ordre de l'existentiel, de la nature humaine en tant que telle, nature humaine du point de vue existentiel comme je viens de dire, mais aussi du point de vue des relations qu'il entretient avec son environnement. Ce dont on parle quand on parle d'alimentation, c'est bien sûr d'un corps qui possède une histoire individuelle, qui possède aussi une histoire familiale, les habitudes également d'alimentation qui sont présentes, mais il y a également les événements de vie qui vont être là. On a parlé également de pathologie cet après-midi, la mémoire des douleurs et d'autres choses sont des éléments qui sont présents dans le corps des patients, évidemment des données culturelles en tant que telles. Et peut-être qu'on peut soigner les gens en diminuant les médicaments ou en faisant plus de prévention quant à l'alimentation. Et donc je voudrais ouvrir le débat sur le fait que tout le monde a été d'accord ici, on est de plus en plus exposé au sucre, donc au sens large, aux hydrates de carbone, aux féculents, que tout, comme Léonore Anthony l'a dit, est à disposition et que par conséquent, on est tous exposés, et en particulier quand on a moins d'éducation, à la prise de poids et à développer des maladies liées à l'alimentation. Et autour de cette table, on est tous des praticiens de terrain. Comment vous voyez les choses pour pouvoir améliorer la prévention ou le traitement des personnes qui ont des problèmes de poids? Les légumes secs, par exemple, et les céréales complètes ont un rôle majeur en termes de prévention. Donc, il y a un rôle bénéfique. Donc, ce ne sont pas du tout. En plus, quelle tristesse de manger sans pâte. Vous vous rendez compte de jamais manger de pâte, jamais de manger de pain au levain, jamais manger de pain complet ou ce genre de choses. Un plat de lentilles, c'est un excellent plat. C'est un excellent plat à tout niveau. Donc, là, on a beaucoup parlé des glucides comme quelque chose de négatif. Je dis non. Non, l'important, c'est la vitesse d'assimilation des glucides. Donc, le indice glycémique, il n'y a pas que des glucides, il y a besoin de lipides, il y a besoin de protéines, il y a besoin surtout de fruits et légumes aussi. Mais les glucides ont un rôle important en termes de santé. Et les préhistoriques, ils étaient très carnivores, mais ils mangeaient également des graines, ils mangeaient également des fruits, donc ils avaient quand même un apport de glucides, et ils avaient une longévité qui était moins forte que la nôtre. Donc, un excès de glucides rapides et un excès d'un aliment transformé est péjoratif, mais le fait de dire qu'il ne faut plus manger de glucides, c'est totalement absurde sur la plan santé.
Et tout ça, ça correspond à des attentes de plus en plus exprimées par le grand public qui sont « je veux réduire mon état de fatigue générale, vieillir en bonne santé, stopper le grignotage », arrêter ou stopper ma consommation de sucre, améliorer ma performance physique ou mon confort digestif, apprendre à consommer responsable. Et j'aimerais en savoir plus sur moi pour être motivée et motiver des changements. Donc, par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, l'idée, c'est pas non plus de se traquer trop et d'être trop dans le monitoring. L'idée, c'est de mieux se connaître et en même temps de réapprendre et de découvrir ce que la valeur et ce que chaque aliment peut nous apporter. Et c'est ainsi qu'on le fait, sans en noter bien sûr le plaisir, au contraire. Nous ne sommes pas ce que nous mangeons, nous sommes ce que nous absorbons. D'ailleurs, c'est assez curieux parce que lorsqu'on parle de grande cuisine, ce sont toujours des hommes, d'Apicius à Vatel, et pourtant ce sont les femmes depuis le début des siècles qui ont nourri l'humanité. Eh bien là, aujourd'hui, j'invite plutôt les hommes aussi à cuisiner. Et pas simplement à cuisiner le samedi soir où on en parle 15 jours avant et 3 semaines après. C'est tous les jours, au quotidien. Mais pas du tout comme une corvée, mais comme une fonction mais passionnante de la vie. Dans le pays des droits de l'homme, eh bien, nous devrions être le pays du droit au bien manger pour tous et pas réservé à une élite. Et en ce sens, apprendre aux enfants, comme on leur apprend à écrire, à lire, à compter, on devrait aussi leur apprendre à s'alimenter. Si justement des femmes et des hommes de ma génération leur permettent d'ouvrir les portes, donner les clés, je crois que cette journée, cet après-midi passé ensemble témoigne en tous les cas de notre préoccupation et d'être en résonance avec le présent. Je vous remercie.